Et si l'autoroute la plus révolutionnaire d'Afrique n'était pas celle dont tout le monde parle? Imaginez, au Burkina Faso, on propose une autoroute flambant neuve, 2 fois 2 voies, affichant un budget vertigineux de plus de 1000 milliards de francs, CFA. 10 longues années de chantier, 60 années de dettes à rembourser. Une route gigantesque, déjà dépassée, avant même que vos enfants n'aient de fini d'en payer le prix. Ce scénario, des générations d'Africains l'ont connu. On accepte les offres séduisantes de firmes étrangères. On s'endette pour des infrastructures au rabais. Des décennies à brader l'avenir du pays pour des promesses creuses, pendant que la dette étrangle chaque génération. Mais cette fois, une rupture. Trior et son équipe ont refusé ce piège. Ils ont misé sur l'intelligence locale, la force de travail burkinabé, le savoir-faire du pays. Résultat? Plus de 100 bulldozers mobilisés par des entreprises nationales, un rythme de chantier jamais vu sur le continent, et surtout, un financement puisé dans les ressources du pays. Aucun emprunt toxique, aucun piège à intérêt. Les travaux avancent à une vitesse qui ridiculise les anciens schémas, dévoilant au grand jour les mensonges des deals passés et la complicité d'une élite qui a trop souvent trahi. Ce n'est pas simplement une autoroute. C'est une démonstration éclatante. Oui, l'Afrique peut bâtir elle-même ses grandes infrastructures, sans marchander sa souveraineté. Si on ne rompt pas avec les vieux réflexes, la double peine menace toujours. Routes obsolètes dès la livraison, et dettes qui enchaînent les générations futures. Comment en est-on arrivé à ce moment crucial? Pour le comprendre, il faut revenir sur le parcours et les choix historiques qui ont mené ici. Plongeons dans les coulisses des décisions qui ont façonné le destin des infrastructures africaines. Pour saisir l'ampleur de ce tournant, il faut d'abord comprendre les failles du passé. Pourquoi l'Afrique a-t-elle si souvent accepté ce qui lui était imposé de l'extérieur, et à quel prix? Cette interrogation brûlante dévoile un piège historique, tissé patiemment depuis des décennies, qui continue d'étouffer l'élan du continent. Derrière chaque promesse de modernité, chaque infrastructure brillante, se cache fréquemment un contrat inégal. Signé dans la précipitation ou sous la pression, il lie l'avenir des peuples à des entreprises étrangères qui dictent leurs conditions, sans état d'âme. Les conséquences sont lourdes. Des délais interminables, parfois 10, 15, voire 20 années, des coûts vertigineux exprimés en milliers de milliards, des intérêts cachés, des clauses opaques. Telle est la réalité de ces partenariats qui n'en sont pas. Au final, ce sont les citoyens africains qui héritent de dettes écrasantes, pesant sur 3 ou 4 générations. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants condamnés à rembourser une route ou un barrage déjà obsolète, avant même que la dernière échéance ne soit réglée. Un fardeau silencieux, transmis de père en fils, de mère en fille. Mais le pire n'est pas seulement dans la froideur des chiffres. Le plus insidieux réside dans la dépendance profonde, imposée par ces montages, dépendance technologique, économique, institutionnelle. On martèle, sous couvert de expertise étrangère, que l'Afrique serait incapable de réaliser elle-même de grands projets. Prenons un exemple concret. Au cours des années 80, plusieurs pays africains se sont lancés dans la construction de barrages hydroélectriques, financés par des prêts étrangers. Au Ghana, le barrage d'Akosombo, inauguré en 1966, a permis de fournir de l'électricité à une grande partie du pays. Mais le coût réel? Plus de 20 années de remboursement, avec des intérêts qui ont doublé la somme de départ. De nombreux agriculteurs déplacés, des terres inondées, des villages engloutis, et une dépendance accrue aux fournisseurs et ingénieurs étrangers pour la maintenance. Ce modèle s'est répété ailleurs, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, ancrant peu à peu la conviction que l'autonomie technique était hors de portée. Osez croire au génie local. L'idée paraît folle à beaucoup. Les élites préfèrent la sécurité du pragmatisme, patienter, espérer, s'endetter, recommencer. Un cycle sans fin, alimenté par le doute et la résignation. Pourtant, dans ce climat saturé de scepticisme, le cas burkinabé fait figure d'exception dérangeante. Au Burkina Faso, l'idée de concevoir, financer et construire une autoroute nationale sans recourir à des prêts étrangers suscite moquerie et incrédulité.
Ce n'est pas réaliste, s'exclament experts et bailleurs. Et pourtant, cela existe. Cette réussite trouble, car elle prouve que d'autres voies sont possibles. Elle force chacun à s'interroger sur ses convictions, sur sa confiance envers la jeunesse et les compétences africaines, sur sa propre responsabilité dans le choix du futur. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est risquer d'entretenir un cercle vicieux, signer encore et toujours les mêmes contrats toxiques, accepter l'impuissance, condamner l'avenir à la servitude économique. C'est risquer de voir s'envoler la souveraineté du continent, la dignité de ses peuples, et la capacité de décider pour soi-même. Mais alors, qui a eu l'audace de défier la fatalité? Qui a osé rompre le cycle de la dette et de l'assistanat? Et surtout, comment cette brèche dans l'ordre établi s'est-elle ouverte? Pour comprendre cette rupture, il faut remonter à l'origine du projet burkinabé et à la vision de ses pionniers. C'est là que commence une aventure hors norme. Quand tout le monde rit de votre rêve, que faites-vous? Lorsque vous portez une idée jugée impossible, êtes-vous prêt à encaisser le mépris, les sarcasmes, la défiance générale? Au Burkina Faso, un pari insensé a été lancé. Bâtir une autoroute, non pas 2 fois 2 voies comme le suggéraient les bailleurs étrangers, mais 4 fois 2 voies. Un défi inédit. Trior a été traité d'utopiste, de rêveur déconnecté. Beaucoup affirmaient « c'est irréaliste, trop cher, hors de portée ». Experts, entrepreneurs, même certains dirigeants n'y voyaient qu'une lubie, une folie. On annonçait des montants colossaux, dépassant 3 000 milliards de francs CFA, pour dissuader toute tentative. Mais ce rejet massif n'a fait que renforcer la volonté des partisans du projet, décidés à montrer la vraie force du pays. Face aux offres étrangères, qui proposaient une route au rabais et une dette sur 60 ans, le gouvernement a résisté. Il a refusé les arrangements douteux, les rétrocommissions qui, depuis des générations, étranglent l'Afrique. Pour la première fois, la décision fut prise d'assumer l'intégrité, de miser sur le génie local et d'avoir foi en ses propres talents. Ce non catégorique a déclenché une mobilisation sans précédent. Jamais un chantier n'avait réuni autant d'énergie. Plus de 100 bulldozers, des équipes acharnées, une organisation digne des plus grands. Le rythme est effréné, défiant toutes les prédictions. Ce qui devait prendre 2 mois n'a réclamé que 40 jours. Déjà, plus de 70% du déblayage était terminé. Pourtant, la véritable bataille se jouait ailleurs. Sous la pression internationale, malgré les sanctions, il fallait prouver que le savoir-faire burkinabé pouvait tenir tête aux pires pronostics. Oser croire en son peuple, c'était affronter la peur de l'échec, du ridicule, de la solitude. Ici, l'enjeu dépasse une simple route, c'est la crédibilité d'un pays, la confiance en l'ingénierie africaine, le respect de tout un continent. Pour se convaincre de la portée de ce choix, revenons sur d'autres exemples historiques. Prenons le cas du Japon d'après-guerre. Complètement détruit, le pays a choisi, dès les années 50, d'investir massivement dans la formation de ses ingénieurs et la valorisation de ses savoir-faire locaux. Résultat, en moins de 30 ans, le Japon est devenu une puissance industrielle majeure, capable de construire des trains à grande vitesse, d'innover dans l'électronique et de rivaliser avec l'Occident. Ce succès n'a pas été le fruit du hasard, mais d'une volonté politique d'indépendance et de confiance dans le potentiel national. Le Burkina Faso aujourd'hui tente, à son échelle, une démarche similaire. Un échec aurait brisé l'espoir, terni la réputation du pays et conforté tous les discours fatalistes. Mais l'audace, portée par une détermination sans faille, a bouleversé toutes les certitudes. Désormais, chaque avancée ouvre un nouvel horizon pour l'Afrique, une exigence renouvelée pour ses dirigeants et un champ d'opportunités inédit pour ses peuples. Le chantier n'est pas encore achevé, mais déjà, les regards changent. La suite va révéler si l'élan engagé pourra transformer durablement le pays et inspirer tout un continent. Quand l'impossible se réalise, qui osera encore tourner le dos à l'audace? En à peine 40 jours, le chantier gigantesque a déjà accompli plus de 70% des travaux de déblaiement. Jamais l'Afrique n'avait été témoin d'une telle mobilisation. Des centaines de machines, des milliers de bras, des cerveaux unis, tous burkinabés. Les sceptiques n'ont plus rien à dire. La preuve est là, palpable,
irréfutable. Le pays n'a presque plus besoin de capitaux étrangers. Désormais, tout est conçu, piloté, maîtrisé localement. À part le carburant et le bitume, chaque ressource, chaque compétence, chaque étape porte l'empreinte du savoir-faire national. L'endettement n'est plus une fatalité, la dépendance, un souvenir qui s'efface. Mais ceci n'est que le commencement. Portés par ce succès fulgurant, les autorités annoncent déjà de nouveaux projets d'envergure, fondés sur ce modèle d'autonomie radicale. Ce qui paraissait hier une folie devient aujourd'hui la nouvelle norme, une invitation pressante lancée à toute l'Afrique. Si le Burkina Faso l'a fait, pourquoi pas vous? Le choc est immense sur tout le continent. Plus aucun dirigeant ne pourra se cacher derrière l'excuse du manque d'expertise ou de la complexité technique. La Libye s'est effondrée en 40 jours. La vérité éclate. Le génie africain n'attendait qu'une chance pour s'exprimer. Les jeunes ingénieurs et ouvriers burkinabais changent la donne. Du Caire au Cap, leurs noms circulent comme des modèles. Leur réussite inspire, irrite, force le respect et réveille les ambitions assoupies dans toute l'Afrique. Pour les élites, la pression monte. Ne pas s'aligner sur ce nouveau standard d'audace et de souveraineté, c'est risquer la colère des peuples, la perte de légitimité et une défiance populaire durable. Désormais, chaque choix, chaque projet sera observé à la lumière de cette ère nouvelle. Mais une question brûle toutes les lèvres. Ce modèle est-il vraiment durable? Les premiers obstacles apparaissent déjà à l'horizon. La pérennité d'une telle démarche repose sur plusieurs conditions. Premièrement, il faut maintenir un haut niveau de formation et de transfert de compétences. Imaginons par exemple que chaque école technique du pays soit dotée de laboratoires modernes où les jeunes peuvent expérimenter, inventer, perfectionner des procédés adaptés au contexte local. Cela nécessite des investissements constants, mais aussi une volonté de valoriser les filières techniques, trop souvent dénigrées au profit de parcours plus théoriques. En Afrique du Sud, la création d'universités techniques a permis l'éclosion d'une nouvelle génération d'ingénieurs, capables de concevoir des infrastructures adaptées aux réalités du continent. Deuxièmement, il est crucial de garantir la transparence dans la gestion des marchés publics. Trop souvent, les projets échouent à cause de la corruption ou du favoritisme. Pour y remédier, certains pays ont instauré des plateformes numériques ouvertes, où chaque citoyen peut suivre en temps réel l'état d'avancement des chantiers, la répartition des budgets, les entreprises sélectionnées. Au Rwanda, la digitalisation des marchés publics a permis de réduire drastiquement les détournements de fonds et d'accélérer la livraison des infrastructures. Troisièmement, il faut penser à la maintenance et à la durabilité. Construire vite, c'est bien, mais entretenir sur le long terme, c'est mieux. Prenons l'exemple du Nigeria, où de nombreuses routes construites à la hâte se sont dégradées en moins de 5 ans, faute d'un plan d'entretien sérieux. Pour éviter ce piège, le modèle burkinabé doit investir dans la formation de techniciens spécialisés, la production locale de matériaux de réparation et l'implication des collectivités dans la surveillance et le signalement des dégradations. Et si la véritable révolution naissait dans votre quartier, votre village, votre lieu de travail? Regardez autour de vous. Le déclic n'est pas ailleurs. Il est ici, dans chaque geste du quotidien. Il est urgent de cesser de croire que les réponses viendront toujours de l'extérieur. Chaque citoyen, chaque chef, chaque artisan détient déjà la clé du changement. Attendre une aide hypothétique, c'est retarder l'inévitable transformation. L'action commence par miser sur la formation, la technique, la valorisation du savoir-faire local. Pourquoi importer des solutions alors que nos jeunes, nos ingénieurs, nos ouvriers ont déjà prouvé qu'ils pouvaient accomplir l'impossible? Soutenez sans réserve les initiatives qui misent sur la jeunesse et l'innovation locale. En investissant dans les esprits d'ici, on crée des solutions qui nous ressemblent, tout en forgeant des emplois durables pour l'avenir. Il faut oser rompre avec les schémas hérités, même si cela dérange ou suscite l'ironie. Les modèles anciens sont dépassés. Il est temps d'assumer une nouvelle trajectoire, plus audacieuse. Reprendre confiance, c'est aussi exiger la transparence à chaque étape des contrats publics. Demander des résultats, refuser les arrangements douteux, traquer l'opacité, pour sortir du cercle vicieux de la dépendance.
Mais attention, qui s'abstient d'agir aujourd'hui s'expose à subir éternellement les choix des autres. S'emparer de cette opportunité, c'est choisir la dignité, la souveraineté et l'avenir de sa communauté. La vraie question n'est plus « est-ce possible ?», mais « qui aura le courage d'ouvrir la voie ?» Alors, qui parmi nous veut encore choisir la servitude? L'exemple de l'autoroute burkinabé le prouve. Quand une nation ose s'affranchir des dépendances, elle devient le moteur de son propre destin. Mais jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? Vous venez de voir qu'une autre voie est non seulement possible, mais déjà empruntée. Dès lors, pourrez-vous encore accepter l'ancienne sans remords? Face à la réussite éclatante du Burkina Faso, qui a conçu, financé et bâti son autoroute sans dette étrangère, comment justifier que la dépendance demeure la norme? Chaque alibi s'effrite désormais. Le continent a prouvé qu'il peut mobiliser ses talents et façonner son avenir, sans hypothéquer celui de ses enfants. S'accrocher à l'ancien système, c'est fermer les yeux sur la trahison des générations futures. C'est valider la perpétuation d'une économie sous tutelle, et considérer que la dignité ne vaut pas le courage d'essayer ensemble ce que d'autres jugent impossible. Mais agir, c'est ouvrir une brèche irréversible. C'est permettre à chaque Africain de croire en sa capacité d'exiger des résultats et de ne plus tolérer la résignation. Refuser la fatalité, c'est offrir à tous l'exemple d'un peuple qui se relève, construit et s'appartient enfin. Le choix qui se pose dépasse le simple confort personnel. Il engage la dignité ou l'abdication, la souveraineté ou la soumission, l'audace ou la compromission. Et désormais, plus personne ne pourra prétendre ignorer cette alternative. Pour illustrer cette responsabilité, rappelons-nous le destin de la Corée du Sud. Dans les années 60, ce pays était l'un des plus pauvres du monde, ravagé par la guerre. Pourtant, les dirigeants ont fait le choix de l'éducation de masse, de l'innovation et de l'industrialisation locale. En une génération, la Corée du Sud est devenue un leader mondial de la technologie et de l'infrastructure, construisant elle-même ses routes, ses ports, ses trains, sans dépendre d'entreprises étrangères. Ce miracle économique n'a été possible que grâce à la foi inébranlable dans le potentiel local et à la discipline collective. L'Afrique, elle aussi, peut écrire son propre miracle. La question dérangeante demeure. Maintenant que ce précédent existe, que ferez-vous? Continuerez-vous à tolérer les justifications usées ou exigerez-vous l'excellence et l'indépendance pour vous-même et pour les générations futures? Pour agir concrètement, voici quelques étapes. Premièrement, informez-vous et informez votre entourage. Partagez ces histoires de réussite. Discutez-en dans vos communautés. Inspirez la confiance et l'audace autour de vous. Deuxièmement, soutenez les entreprises locales. Privilégiez les produits et services fabriqués sur le continent. Ce sont ces économies ancrées dans la réalité africaine qui créeront des emplois et renforceront la souveraineté. Troisièmement, interpellez vos élus. Demandez des comptes sur chaque projet d'infrastructure, exigez la transparence, la formation locale et la participation des jeunes. Refusez la signature de contrats obscurs, réclamez l'accès aux informations publiques. Quatrièmement, impliquez-vous dans l'éducation. Encouragez les jeunes à s'orienter vers les filières techniques, participez à des programmes de mentorat, organisez des ateliers de découverte des métiers du bâtiment et de l'ingénierie. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'exemple. Un petit village peut devenir le moteur d'une transformation régionale. Une initiative locale peut inspirer tout un pays. À Ouagadougou, dans une banlieue modeste, une coopérative de femmes a réussi à construire un centre de santé avec des matériaux locaux, formant et employant des jeunes du quartier. Ce modèle a été repris par d'autres communes, prouvant que la dynamique de l'autonomie est contagieuse. La révolution commence par un premier pas. Serez-vous celui ou celle qui, demain, donnera le signal du changement dans votre communauté? N'oubliez jamais, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Chaque génération a le pouvoir de briser les chaînes de la dépendance et d'inventer son propre futur. L'autoroute burkinabé n'est pas seulement une route. C'est le symbole d'un peuple qui a refusé la résignation et qui a choisi de bâtir, main dans la main, un avenir à sa mesure. La route est ouverte. Le choix vous appartient.